Onkolo n'avait pas menti. L'atmosphère avait changé à Doom. Ce 14 juillet, qui égalait en animation et en fièvre des fêtes de circoncision, n'était pas comme ceux des années précédentes. La tension qui régnait au cours des préparatifs avait implanté l'idée de la guerre dans la tête des indigènes. La panique devint générale quand les premiers camions chargés de tirailleurs jaunes de poussière traversèrent le centre commercial à toute vitesse pour aller stationner devant le bureau du commandant. « La guerre est revenue, la guerre est revenue », se murmuraient avec effroi les indigènes. Ils se souvenaient des sombres jours où les mêmes camions chargés de tirailleurs avaient remonté le pays pour aller combattre au pays des Blancs. Les moins informés étaient intrigués du fait que les Blancs qui, à cette époque-là, ne marchaient plus la poitrine gonflée d'importance comme ils en ont l'habitude, n'avaient pas changé d'attitude cette fois. Tout le monde se rassura quand on vit les prisonniers balayer les routes, dresser les arcs de palme, accrocher des drapeaux. Monsieur Fauconi, administrateur en chef nouvellement arrivé à Djoum, voulait y donner un faste particulier à la fête nationale qui coïncidait avec l'arrivée du gouvernement. Il avait commandé une compagnie de tirailleurs qui s'exerçait dans les rues pour le défilé. La musique militaire qu'on n'avait jamais entendue à Doum, en temps de paix, électrisait les indigènes. Les Milans, les charognards, les vautours, les hyènes d'Isère, inquiets de ce Doum bruyant et insolite, avaient pris de l'altitude. Monsieur Fauconi, en bras de chemise, surveillait lui-même les travaux. Les fêtes du 14 juillet allaient se dérouler devant son bureau. Dans la cour, les prisonniers délimitaient à la chaux les espaces pour l'emplacement des différents groupes. Non loin du mat où flottait le drapeau, on avait dessiné un cercle où devrait se placer ce qu'on allait décorer. Quand tout fut prêt, Monsieur Fauconi se frotta les mains et jeta son mégot. Un prisonnier le ramassa. Monsieur Fauconi se dirigea vers sa voiture. Par la portière, il jeta un dernier coup d'œil, satisfait sur le gribouillage qu'il venait de faire, puis démarra en trombe. Pourvu qu'il ne pleuve pas demain, se disait-il. Monsieur Fauconi était de ces Européens auxquels il était difficile pour les indigènes de donner un âge. Il passa pour un jeune administrateur jusqu'au jour où son boy disparut avec son dentier. Son nez saillédru au milieu de son visage bouffi que le soleil avait rendu rouge comme un derrière de chimpanzé. Lorsqu'il était à jeun, ses colères étaient terribles, mais elles tombaient brusquement après un verre de whisky. Il vivait avec une femme indigène qu'il cachait dans le magasin aux fournitures au rez-de-chaussée quand il recevait ses compatriotes. À la veille de l'arrivée du gouverneur, il avait renvoyé au quartier indigène. Quand M. Fauconi arriva à la résidence, le blanchisseur venait d'apporter son complet blanc. Il arracha des mains de son boy. Il le tourna et le retourna, puis le flaira. « J'ai déjà dit qu'on ne devrait pas en peser au manioc cette veste de lin. Bougre idiot, tonna-t-il. » Son regard passa par-dessus la tête du boy, puis à travers la natte ajourée de la porte. Une bouteille de whisky l'attendait sur la table. Sa colère tomba. Il ne fit plus attention à son complet blanc. Il était en train de revoir le programme qu'il avait établi pour la fête quand on frappa à la porte. « Qu'est-ce que c'est » cria-t-il. La natte s'écarta. Un indigène, le casque bas, s'inclina. « C'est le vin d'honneur, mon commandant, » dit-il avec un large sourire. « Le vin d'honneur seulement, mon commandant. » Monsieur Fauconi l'écarta de son chemin et sortit sur la véranda. En rang par deux, 15 indigènes,
accablé par de volumineuses caisses, titubaient au pied de l'escalier. Le noir qui avait frappé à la porte désigna avec son casque au bout de la main les 3 premiers. « Sampagne !» dit-il. Il désigna les 3 suivants. « Sampagne !» répéta-t-il. Puis le 7e. « Pas tout à fait Sampagne, dit-il. Mais même chose. Chut, fit-il. Monsieur Fauconnier s'approcha de la caisse et lut « vin mousseux ». « Et les autres ?» demanda-t-il en se retournant vers le noir. Une fraction de seconde, celui-ci loucha. Un œil observait le commandant pendant que l'autre souriait imperceptiblement. « Whisky, whisky !» haleta-t-il en se caressant les côtes du bon whisky. Le commandant se passa la langue sur les lèvres, ses yeux rencontrèrent ceux du noir. De rouge qu'il était, son visage devint flamboyant. Sa colère n'éclata pas. Le noir lui remit un papier. Il le parcourut, puis leva la tête en direction du commissaire. « Où est le fût de vin rouge ?»« Déjà au foyer africain, » répondit le noir. « Bien dit, » dit Monsieur Fauconnier. Pendant ce temps, les porteurs tanguaient à droite et à gauche sous le soleil qui leur versait du plomb fondu sur les épaules. Ceux qui avaient une croûte de gale ou une plaie à la jambe s'évertuaient à éloigner la nuée de mouches ondoyant autour d'eux en frappant du pied. « Portez-y aussi tout ça, » dit le commandant. Les porteurs firent demi-tour. « Hep là !» cria-t-il. Le noir qui conduisait les porteurs revint en courant. Monsieur Fauconnier appela aussi son boy. Il tendit son bras en direction des porteurs. « Tu vas prendre une caisse de whisky, » dit-il au boy. Le dernier des porteurs déposa aussitôt la sienne. « Porte-la jusqu'à la cuisine, » lui dit le boy dans leur dialecte. Monsieur Fauconnier revint à son programme pendant que le vin d'honneur, dévalant la colline résidentielle, s'acheminait vers le foyer africain. Le foyer africain était une baraque en tôle où le commandant avait l'habitude de tenir ses réunions. On l'avait construit à mi-chemin entre le quartier européen et le quartier indigène. Le commandant l'avait fait peindre entièrement à la chaux pour cacher sa couleur passée. Quelques chaises étaient déjà installées pour les blancs sur l'estrade, qu'on avait entourée d'une toile rouge. On avait achevé l'ameublement avec les bancs de l'école officielle. Une sentinelle avait été placée pour veiller sur le fût de vin rouge qui était arrivé avant les caisses du vin d'honneur. Un immense drapeau tricolore avait été planté au milieu de la cour. Les indigènes, massés dans la rue, avaient suivi amusé les changements qu'on apportait à la baraque qui allait abriter le chef des Blancs. Le commandant lui-même y était venu à plusieurs reprises pour voir où l'on en était. « Pourvu qu'il ne pleuve pas demain », avait-il dit en contemplant le foyer africain d'un œil pas très satisfait. « Pourvu que la première tornade de fin de saison sèche ne souffle pas demain », pensaient les indigènes. Au centre commercial, dans la véranda de la boutique de Monsieur Angelopoulos, où, et là, le fameux tailleur de Doum installait tous les matins sa machine à coudre, Meka, tout en mâchant une noix de cola, attendait son dolman. Il était midi, et Meka commençait à se demander avec inquiétude si son dolman serait prêt avant le coucher du soleil. Et là voulait lui-même réussir un chef-d'œuvre. « Les dolmans des Blancs ne sont pas bien faits, » disait-il en appuyant sur la pédale. « Regarde quand ils les portent, on dirait qu'ils étranglent. Je suis en train de te faire quelque chose de très bien, poursuivait-il,
je te fais la coupe Zazo. » « Eh, qu'est-ce que c'est que ça ?» demanda Meka interloqué. « Eh bien, regarde les dolmans des Blancs. Ça ressemble un peu à une crinière de cynocéphale qui ne cache pas son derrière. Ils ont des fesses dehors. Eh bien, moi je vais te faire quelque chose qui te descendra jusqu'aux genoux. C'est ce qu'on appelle la veste Zazo. Je reçois des catalogues de Paris. Je suis toujours au courant de la mode. Ce qui me fait mal au cœur, c'est de voir un blond passer devant moi sur cette route que tu vois, les fesses dehors. J'ai parfois envie d'aller lui dire « Monsieur, venez faire allonger votre veste. » Meka était perplexe. « Viens encore, » lui dit Ella, « que je vois la longueur. » Meka s'approcha et la déroula à 1 mètre en ruban. Il fit tourner Meka contre le mur et lui ordonna de joindre les talons, de serrer les fesses et de bomber le torse. « Bien, » dit-il en faisant tomber le maître depuis l'épaule de Meka jusqu'au dessous de sa rotule. Il regarda ensuite par-dessus ses lunettes. « Ouais, c'est la longueur qu'il faut. »« Mais ces vestes et Zazo, » dit Meka intrigué, « ce ne sont pas des boubous d'Aoussa. » Un sourire indulgence erra sur les lèvres de Ella. Il secoua la tête en appuyant sur la pédale. Il regarda Meka par-dessus ses lunettes. « Il est difficile à votre paysan de distinguer ces choses, » dit-il avec condescendance. « Cela dépasse la tête comme traiter le cacao dépasse la mienne. Les métiers, vois-tu, sont aussi variés que les oiseaux du bon Dieu et aucun homme ne connaît assez bien un métier s'il n'a pas transpiré jusqu'aux couilles pour le connaître et le posséder. Je te fais une veste Zazo. Et bientôt tout le monde te demandera si cette veste ne te vient pas de Paris. Je puis te dire que je serai bientôt submergé. Il faut que je pense à prendre un autre élève tailleur. »« Tu as donc un aide ?» demanda Meka. « Et comment ?» s'exclama Ella en rejetant la tête derrière le dossier de sa chaise. « Si le cochon a de la graisse, quelle quantité de graisse peut en avoir un éléphant ? J'ai 5 élèves tailleurs. Actuellement, ils sont en train de me construire une case. » Meka regardait son tailleur avec étonnement. Il transpirait à grosses gouttes sur sa machine, son tricot déboutonné jusqu'au nombril. C'était un homme tout en poil, mais aucun cheveu ne semblait avoir jamais poussé sur son crâne. Il portait un pantalon à carreaux retenu par des bretelles de caoutchouc rapiécées. Il souriait entre 2 mots. C'était un sourire de chèvre que Meka supportait difficilement. Il demanda à Meka de lever un bras. « C'est pour tes manches, » dit-il en s'esclaffant. « Celles que tu as là sont trop courtes. On dirait que tu portes une veste de catéchiste. » Meka s'exécuta avec lassitude, et là s'esclaffant encore à retardement. « Tu verras quand le chef des Blancs t'accrochera la médaille là-dessus. » reprit-il en montrant du doigt la veste qu'il était en train de coudre. « Je suis sûr qu'il te demandera à l'oreille de lui donner l'adresse de ton tailleur. » Meka était ailleurs. Le cœur serré, il regardait ce qui restait de la toile blanche qu'il portait enroulée sous le bras au matin. Il se demanda comment on avait pu lui recommander ce tailleur qu'il trouvait grossier, fat et prétentieux. Pourvu qu'une veste sorte de ce chaos, se disait-il. Puis je lui dirai franchement ce que je pense de lui. Et là bavardait. Sifflait, soufflait, buvait, mangeait sur sa machine. Les pelures d'arachide qu'il grignotait tombaient sur la toile. « Tu sais que je laverai pas cette veste avant de la porter, » lui dit Meka. Et là sourit. « L'arachide ne salit pas. Ah, si tout ce que l'on mange était comme cela. » Meka hocha la tête, résigné. Quand les premières boutiques commencèrent à baisser leur store, Ella tira la veste de la machine et coupa le fil avec les dents. « C'est fini, » dit-on en s'étirant.
Il lança la veste sur les genoux de Mecca, qui commençait à somnoler. « Faisons l'essayage, » dit le tailleur. « Il faut que je rentre bientôt ma machine. » Monsieur Angelus-Paulus va fermer sa boutique sans tarder. Mecca voulut enlever la veste qu'il portait. « Non, tu peux la garder, » lui dit le tailleur. « Tu sais, avec les vestes azou... Mecca crut d'abord qu'on lui avait confectionné une demi-soutane. Il était bon chrétien, mais cette demi-soutane, il serait le premier à n'en porter. « Zazou, Zazou !» haletait le tailleur en tournant autour de lui. Il posa un genou en terre et tira les 2 pans arrière de la veste fendue. Il s'éloigna de quelques pas, dit à Mecca d'avancer. Il lui fit faire demi-tour et vint empoigner ses épaules. « Remue-les !» lui ordonna-t-il. Mecca s'exécuta encore. « Là !» dit Ella, en coupant un bout de fil de ses dents sur la manche. « Pour les boutons, je vais te donner une bobine de fil et une aiguille. Ce n'est pas difficile. C'est un travail de femme. La mienne est malade. » ajouta-t-il avec un tremblement dans la voix. « De quoi souffre-t-elle » lui demanda aussitôt Mecca attendri. « Oh, une maladie de femme » dit le tailleur avec un petit sourire vainqueur sur les lèvres. « Elle a mal partout et un peu plus au bas-ventre. Que me conseillerais-tu pour cela ?»« Bien. C'est facile ça, » répondit Mecca, qui ne vit même pas qu'Ella rassemblait ses outils. « Tu n'as qu'à lui dire de se purger au savon. »« C'est le père Andemayer qui m'a conseillé cela, » ajouta-t-il en happant le V du début et le R de la fin du nom du prêtre. « Tiens !» dit Ella, qui avait maintenant recouvert sa machine d'une housse. « Avec quelle marque de savon ?»« Je ne sais pas, » dit Mecca embarrassé. Il se mordilla les lèvres. « Ne serait-ce pas du savon de Marseille par hasard ?» demanda Ella en s'esclaffant. « Oui, » s'anima Mecca. « C'est ça même. »« Ah, merci, » dit le tailleur en avançant dans la rue. « Tu peux enlever ta veste Zazou. » Il lui tendit la main. Mecca enleva sa nouvelle veste, la pliant en 4, puis, fouillant dans l'une de ses poches de celle qu'il portait, il en sortit 5 billets de 500 francs qu'il tendit à Ella. « J'espère que c'est le compte, » dit Mecca d'une voix neutre. « C'est un prix d'amis, » répondit le tailleur en glissant les billets dans la poche de son pantalon à carreaux. « J'ai dit pour les boutons... Je sais, coupa Mecca. Je sais. » Et là s'en alla en riant. Encore un pauvre diable qui se croit très malin, pensa Mecca en hochant la tête. Il accéléra le pas.